Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, c'est pour continuer notre cours de mécanique des sol 1. Donc, dans la vidéo précédente de ce cours-là, on avait parlé de comparaison des systèmes de classification unifiée et des systèmes américains. Donc, et ce cours, c'est pour vous donner les détails de la classification GTR, guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme. Donc, et je vous invite déjà à revoir les autres classifications dans les autres vidéos, notamment cette classification américaine, la classification unifiée et leur comparaison. OK? Donc, on continue ici pour donner les détails de la classification GTR là. Donc, cette classification-là est utilisée pour classifier les matériaux des remblais de couches et de couches de formes d'infrastructures routières. Donc, les sols sont classés en fonction de leur nature, en fonction de leur état et en fonction de leur comportement mécanique. On va placer, je vais aller vite parce que j'ai mis beaucoup de détails et ça fait que si je ne pars pas vite, on risque de ne pas finir à temps. Ici, là, on montre des photos, par exemple, des travaux routiers, voilà, des travaux de terrassement. Donc, pour ces genres de travaux-là, les sols qu'on va venir pour faire des remblais ou bien pour faire la couche, on a dit couche de forme, hein, pas n'importe quelle couche. Ce type de sol-là, on a besoin d'identifier quel est le type de sol bien adapté avec cette classification-là. Voilà. Donc, et les travaux de terrassement s'appliquent aux infrastructures linéaires, c'est-à-dire les routes, les autoroutes, les voies ferrées, les plateformes aéroportières, les plateformes industrielles, les barrages en terre et puis les digues, et aussi les comblements des tranchées et fondation des dalles bâtiments. Donc, le choix de réaliser lors des études là aura des conséquences majeures sur l'économie du projet. Donc, il faut vraiment faire des choix judicieux, sinon les conséquences seront énormes. Surtout si c'est des projets vraiment d'envergure, vraiment des grands projets. Vraiment faire une étude vraiment détaillée des choix et faire des bons choix, surtout des sols utilisés. Je vous parlais tout à l'heure d'un aéroport, par exemple, qui est construit ici au Japon, et l'aéroport de Kansai Airport, qui est en train de s'enfoncer actuellement dans les choses, c'est-à-dire les matériaux qui sont utilisés pour faire les- l'aéroport, ou bien les techniques, il y a quelque chose qui n'a pas marché. On va voir les détails tout de suite. Donc, une mauvaise option concernant le réemploi des terres, parce que si vous faites du déblai, il faut aller verser les terres ailleurs, ou bien vous les utilisez pour autre chose. Et aussi, si vous voulez faire des remblais, il faut aller peut-être chercher des matériaux ailleurs, des jugements et faire le transport des matériaux. Donc, tout ça là, si c'est pas étudié, c'est des coûts et élevés que ça va apporter. Donc, voici l'aéroport dont je vous parlais. C'est un aéroport ici qui est construit sur une île artificielle. Donc, les Japonais ont voulu construire l'aéroport un peu hors de la ville. Donc, quand vous voyez ici, il y a un pont qui relie l'aéroport à la ville. C'est le pont qui est là. Donc, la ville là est un peu, et il y a une autre image. Cette image aussi montre, voici le pont qui relie la ville est là, et voici l'aéroport. Donc, ils ont voulu diminuer la pollution sonore. Parce que si l'aéroport est dans la ville, les va-et-vient des avions là, ça fait beaucoup de bruit et ça empêche d'autres personnes, des gens, ça perturbe le sommeil des gens là, et la tranquillité des gens. Donc, pour diminuer tout ça là, ils ont décidé d'aller construire l'aéroport là, dans la mer. Donc, pour ce faire, ils ont d'abord construit la ville
une île artificielle en faisant des remblais avant de construire l'aéroport là, sur cette île artificielle. Donc, vous voyez ici, la première phase du projet, c'était là, cette partie-là d'abord, qui est là, cette partie, donc cette partie qui est directement reliée à la ville par un pont. Et après, ils ont fait une deuxième phase du projet, donc cette partie-là, deuxième phase du projet. Et c'est à peu près le tout 20 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont fait des digues d'abord, donc, et fait vraiment des choses, des remblais. Et c'est pas n'importe quel sol qui est utilisé pour remblayer, pour construire la ville, et, je vais dire l'île artificielle, là. Donc, il faut d'abord verser des sols avec j'allais dire des roches. Donc, il faut bien choisir le sol qu'il faut mettre pour chaque couche. Donc, si vous voyez ici un peu, ça c'est une digue, par exemple. Donc, c'est-à-dire ils ont construit la digue avant de faire les remblais là. Donc, ce sont des blocs de pierres d'abord qu'on a versés. Et après, maintenant, eh, on construit, après la fin de la digue, on fait la digue autour et maintenant on fait les remblais d'autres types de sols. Donc, vous voyez les sols, peut-être après quand l'île artificielle a commencé à s'enfoncer dû l'affaissement, ils ont commencé à trouver des techniques, par exemple, pour diminuer l'affaissement là. Donc, ici, c'est un exemple des trains de sable qui vont faire dans l'argile, par exemple, dans les sols, dans les fonds marins, là, pour que l'eau quitte facilement, puisse être assimilée à partir de ces trains de sable. Voilà. Donc, ça, c'est les techniques qu'ils trouvent pour limiter un peu le fait que l'île là est en train de s'enfoncer là. Dans... Donc, comment ils ont fait exactement? Et ils ont d'abord construit une digue. Vous voyez, on va dire, c'est-à-dire la digue là. Vous voyez la ligne blanche qui est ici, sur cette photo? C'est, c'est une digue. Quand je vais bien arranger les points. Donc, la ligne blanche que vous voyez ici là, c'est la crête de cette digue là. Vous voyez? Ça, c'est une digue. Vous voyez que les couleurs ici là, montrent les différents types de sols à peu près qu'ils ont utilisés. Donc, après, d'abord, vous voyez, là, c'est des blocs de pierre d'abord, et puis du sable après, et ainsi de suite. Donc, après avoir fait la digue, il faut maintenant remplir pour remplir tout, construire. Donc, vous voyez un peu, pour faire ce genre d'île artificielle là, c'est pas n'importe quel sol il faut choisir. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il faut faire un choix judicieux de tous les projets, sinon les choses. L'économie, ça va affecter l'économie du projet. Et ce projet-là, vraiment, parce que l'aéroport est en train de s'affaisser et ça affecte le coût original du projet. Voilà. L'aéroport est en train c'est-à-dire c'est des tassements énormes qui sont en train de se produire. Donc, jusqu'à 10 mètres à peu près. En cette date, je pense que c'est un peu moins de 10 mètres, 9 mètres et quelques. Et ça continue. Donc, ils sont en train de trouver des solutions. Donc, toutes ces solutions-là impliquent des coûts supplémentaires et ça affecte vraiment le coût original. Donc, vous voyez un peu cette image qui suit là. Et ici, vous voyez, ils sont en train de remblayer. Là, c'est une machine qui est là, comme ça. Ce n'est même pas la taille des nombres. Là. Donc, ils sont en là. Tout ça là, comment ils ont construit l'aéroport là. Comment ils ont construit d'abord l'île
Et sur l'île artificielle, ils ont construit l'aéroport. Voilà. Donc, après les deux phases du projet, le coût total tournait autour de 20 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez que si ces genre de projets-là, il faut vraiment faire attention. Et c'est cette classification-là qu'il faut utiliser pour faire, et quand il s'agit de ce genre de projet. Donc, cette classification GTR-là est vraiment importante pour ceux qui vont, pour les professionnels, surtout ceux qui font les infrastructures routières là, et les ports et puis les aéroports. Donc, en ce qui concerne les grandes infrastructures, les principaux paramètres seront donc le réemploi des terres. Si vous avez creusé, où est-ce que vous allez utiliser les terres que vous allez, les déblais là. Les caractéristiques intrinsèques des matériaux, des états des matériaux. Les incidences météorologiques. Qu'est-ce que la météo, qu'est-ce que la météo peut causer? Parce que si le sol est mouillé ou bien, c'est-à-dire la teneur en eau, si ça peut jouer sur la teneur en eau du sol, par exemple. Tout ça, on va voir en détail. La possibilité d'effectuer des emprunts. Parce que les sols que vous allez remblayer, il faut aller les chercher ailleurs. C'est ça on appelle zone d'emprunt. Donc, à proximité du remblai, est-ce que la zone d'emprunt là est près du, du, du site du travail? Et quelle est la hauteur du remblai? Il y a plein de détails qu'il faut considérer avant de démarrer la construction du projet. Donc, la classification proprement dite, elle utilise des terres en remblai et est d'abord directement liée, l'utilisation là est liée directement à leur classification. Donc, il faut se baser sur la classification avant d'utiliser les sols là. Et la classification là, c'est en fonction des comportements lors de la mise en place de ce sol-là, des remblayages qu'il faut. Donc, les GTR 92, avec cette norme-là, qui suit la norme de 1992, propose une classification de ces genres de matériaux-là, qu'on utilise pour les remblais et les couches de forme d'infrastructures routières. Donc, il permet de définir la classification du matériau à partir des résultats de plusieurs types d'essais. Donc, on fait des essais, comme dans tous les classements, hein. À partir des résultats d'essais, on peut classer les sols pour dire qu'il s'agit de tel sol, de tel sol, tel sol. Donc, ici, on va faire des essais d'identification ou essais de nature. Voilà, on va expliquer tout ça, hein. Les essais d'état, quel est l'état du sol, et de comportement mécanique. Donc, ces essais seront choisis en fonction de la classe des matériaux. Donc, en fonction de la classe des matériaux, parce que d'autres essais seront inutiles si une fois le premier classement décide qu'il s'agit de tel sol. Donc, il y aura d'autres tests qu'on n'aura pas besoin de faire. Donc, avec un tableau aussi, comme d'habitude, on va utiliser un tableau pour classer les sols. D'abord, un tableau primaire basé sur la granulométrie, l'aire agilogité et la nature pétrographique. Donc, parce qu'on dit des roches, tout de suite l'aéroport de Kansai là, dont je vous ai parlé, d'abord, ils ont utilisé des blocs de roches. Donc, pétrographie, c'est la science qui étudie les roches là. Donc, il faut inclure tout ça. Donc, l'analyse des différents paramètres de classification. On a donné tout de suite les paramètres de classification, non? Voilà, ça là. Voilà. Et c'est nature, état et puis comportement mécanique. Donc, d'abord, on va commencer par nature. Voilà. Les paramètres de nature. Quels sont les paramètres qui sont liés? Ça, ce sont les paramètres là qui ne varient pas au P, hein, ni dans le temps, ni au cours des manipulations. Ça, c'est ce qui est propre au sol même. Donc, il s'agit de la granulométrie et granularité, l'indice de plasticité, la valeur de blé, de méthylène. Bon, tout ça, on va expliquer après. Blé, de méthylène là. Donc, c'est juste un test. On va donner les détails tout de suite. Donc, on va commencer par granularité là, du sol. Donc,
on cherche les Dmax, c'est-à-dire les diamètres des plus gros éléments contenus dans le sol. Quel est le Dmax? Donc, ces Dmax-là, on va les comparer à 50 mm. Donc, c'est ce qui est écrit ici, seuil retenu, 50 mm. Donc, si le Dmax est inférieur à 50 mm, on va dire qu'il s'agit de sols fins, sable ou bien gravulé. Maintenant, si c'est supérieur à 50 mm, on va parler des sols grossiers ou quelque chose comme ça. Donc, on répète, on a besoin de l'information sur les Dmax, le diamètre maximal, et on compare ce diamètre-là à 50 mm. Donc, il y a les tableaux, on va voir les tableaux tout de suite. Après cette comparaison, ça va diviser la classification en D. OK? Donc, maintenant, on passe au Tamiza. Tamiza, vous savez ce que ça veut dire, c'est ce qui passe, les passants au tamis 80 micromètres. Donc, on compare aussi, on cherche le pourcentage des passants et des Tamiza de 80. Si ce pourcentage est supérieur à 35%, ici, 35% des tamis, les sols, on dit que les sols a un comportement assimilable à celui de leur fraction fine. Donc, la fraction fine là, si c'est de l'argile ou c'est le comportement du sol, on va dire que c'est les fins là qui dominent. Vous vous rappelez de la classification des Américains là aussi, c'était 35% on utilisait, non? Voilà. Maintenant, les 12% là va nous permettre de savoir si, par exemple, si le sol là, si ce n'est pas supérieur à 35%, si c'est inférieur à 35%, par exemple, vous vous rappelez, même dans la classification unifiée, là, il y avait un truc comme ça. Donc, je vous invite à revoir les vidéos des autres classifications. Ici, là, si par exemple les sols, les passants à 80, tamis de 80 micromètres, là, est inférieur à 35%. Donc, c'est pas les fins qui vont dominer. Maintenant, on compare, est-ce que c'est au moins, on compare ça à 12%. Si le seuil conventionnel permet d'établir une distinction, c'est le seuil qui permet d'établir une distinction entre les matériaux sablés et gravulés, pauvres ou riches en fin. Donc, si les fins là sont supérieures à 35%, mais sont inférieures à 35%, mais sont quand même supérieures à 12%, alors on va dire que par exemple c'est des sables argilés ou c'est-à-dire ces sols-là sont riches en fin. Donc je pense qu'il y a quelque part dans les tableaux de classification de la classification unifiée là qui parle de quelque chose comme ça. Donc ça, c'est ce qui concerne la granularité du sol là. Et après, il y a le tamisage à 10 mm. Celui-là permet la distinction entre les sols à tendance sableuse et les sols à tendance graveleuse. Donc, on va résumer tout ça là dans un tableau tout de suite. Et maintenant, ça c'était les paramètres de granularité. Maintenant, il y a les paramètres de nature. Quels sont les paramètres de nature? C'est l'indice de plasticité que vous connaissez. Donc, l'indice de plasticité, si voici les valeurs qu'il faut retenir. Le 12 là, si l'indice de plasticité est 12, ça c'est la limite supérieure des sols faiblement argileux. 25, la limite supérieure des sols moyennement argileux. 40, la limite entre argileux et sol argileux et très argileux. Donc, on va regrouper tout ça là dans des tableaux tout de suite. Toujours paramètres de nature. On parle maintenant de... Là, c'était l'indice de plasticité. Et là, maintenant, c'est la valeur de bleu de méthylène. C'est le bleu là, c'est une solution bleu-bleu, comme ça, couleur bleue.
qu'on utilise pour mesurer l'argilosité du sol, pour voir si le sol est propre ou pas, s'il y a des argiles déjà. Donc, on détermine les VBS, ça c'est la valeur du blé de méthylène là, VBS, à partir de l'essai au blé de méthylène. On utilise ça d'abord avec les tâches, on va tacheter si la fraction de 0,2 mm. Et puis après, on peut rapporter la valeur là, si la fraction est 0,5 mm. Voilà, par proportionnalité, hein. Donc, voici un peu comment ça se passe. Donc, on fait les points, vous voyez? On fait les points et ici, voici comment ça se passe. Ce cercle bleu là, autour de ça là, ça montre la fin de l'absorption. Est-ce que le sol absorbe le bleu ou pas? Donc, comment on mesure ça? On mesure les bleus là, et les VBS là, en grammes de bleu par 100 grammes de sol. Donc, 100 grammes de notre sol va absorber combien de grammes de blé, de méthylène. Donc, cette valeur-là, c'est cette valeur-là que votre laboratoire va vous donner en tant que géotechnicien et vous allez utiliser. Voici les seuils qu'on utilise. Si la valeur est 0,1, ça, c'est le seuil en dessous duquel on peut considérer que le sol est insensible à l'eau. C'est pas à 100% vrai, mais parce qu'il n'y a pas un sol qui est insensible à l'eau quand même. Donc, si c'est vraiment en dessous de ça, là, donc on va dire que notre sol est insensible à l'eau. Donc, on peut l'utiliser dans l'eau. Par exemple, tout de suite là, l'aéroport, l'île artificielle, vous voyez, ces critères doivent cependant être complétés par la vérification du, du passant à 80 micromètres, là, voilà, qui doit être inférieur à 12%. Voilà, faut pas qu'il y ait beaucoup de fin dedans. Donc, 0,2, c'est le seuil au-dessus duquel apparaît à coup sûr la sensibilité à l'eau. Donc, ça là, ça veut dire que au-dessus de ça là, le sol est sensible à l'eau. Donc, 1,5, le seuil distinguant les sols sablo-limonés des sols sablo-argileux. Il y en a 2,5, le seuil distinguant les sols limonés peu plastiques des sols limonés de plasticité moyenne. 6, seuil distinguant les sols limonés des sols argileux. 8, seuil distinguant les sols argileux des sols très argileux. Donc, vous voyez comment le VBS là est important. Voilà. Donc, ne vous en faites pas, on va voir un cours où on va résumer tous les différents tests en géotechnique qui existent en géotechnique. OK? Donc, les paramètres maintenant du comportement mécanique. On a parlé du comportement mécanique aussi. L'introduction dans la classification de ces paramètres résulte du fait que des sols de nature comparable, c'est-à-dire des sols qui ont à peu près les mêmes natures, peuvent se comporter de manière relativement différente sous l'action des sollicitations subies au cours de la mise en œuvre. Donc, des sols qui ont à peu près qui sont des natures comparables à peu près, mais qui peuvent avoir des comportements différents. Donc, voilà pourquoi on a besoin des paramètres du comportement mécanique. Donc, tu vas dire, ah, c'est la même chose, c'est à peu près le même sol, mais en réalité, les comportements sont différents. Donc, on a besoin d'étudier ça. Et puis, les paramètres de comportement mécanique à prendre en compte dans ces cas-là, c'est ça. Valeur Los Angeles, les valeurs micro des balles, et tout ça là, c'est des tests qu'on va voir après. Ne vous en faites pas. Et les FS là, les friabilité des sables. Donc, comment on utilise? Donc, voici les seuils. 45 pour les valeurs de Los Angeles là, et micro déval en présence d'eau.
c'est la MDE. 60 pour les sables, pour les valeurs et friabilité des sables. Donc, on va voir toutes ces valeurs-là, comment les utiliser dans un tableau. On va résumer tout dans un tableau. Donc, on continue toujours avec l'analyse des différents paramètres là, de classification. On va continuer maintenant avec les paramètres d'état. On a vu comportement mécanique. On va voir maintenant paramètres d'état. Quel est l'état du sol? Donc, ça, ce sont des paramètres qui ne sont pas propres au sol. C'est-à-dire, c'est l'environnement là, dans lequel on a placé le sol qui fait ça. Par exemple, on a vu les paramètres qui sont propres au sol, qu'il s'agit des granulométrie ou bien des l'indice des les IP là, l'indice de plasticité. Mais ces états qu'on va parler maintenant, dont on va souligner ici maintenant, ce sont des choses qui ne dépendent pas du sol. Ça dépend de l'environnement dans lequel on a mis le sol. Donc, pour les sols meubles sensibles à l'eau, le seul paramètre d'état considéré dans la classification est l'état hydrique. Donc, ça, c'est pour les sols meubles. Son importance est capitale hein, vis-à-vis de tous les problèmes de remblai et de couches de forme. Donc, quels sont les différents états? Parce qu'on a dit c'est l'état hydrique, non? Hydrique, ça vient de l'eau hydraulique qu'on considère. Donc, voici le premier état, l'état très humide, TH. État d'humidité très élevé, ne permettant plus la réutilisation du sol dans les conditions technico-économiques normales. Après, il y a état humide. Ça, c'est très humide. Ça, c'est état humide. Bon, on va aller vite. Vous pouvez lire ça après. L'état d'humidité moyenne. Après, il y a l'état sec. Et enfin, il y a l'état très sec. Donc, voici les abréviations TS, S, M, H, TH. Donc, il faut retenir ça. Et on va prendre tout ça, la mettre dans un tableau pour faire la classification. Donc, les paramètres utilisés pour caractériser l'état hydrique là, on peut utiliser l'un ou l'autre des trois paramètres suivants. La position. Comment on peut utiliser comment on peut décider que c'est humide ou bien c'est très humide ou bien c'est sec? C'est les états qu'on vient de voir. Comment on peut décider que c'est comme ça? Donc, il faut utiliser ça. Il y a des possibilités. Donc, la position de la teneur en eau naturelle, WN, de la fraction 0,20 du sol par rapport à l'optimum proctor. Et l'optimum proctor aussi, c'est nouveau. On va voir ça dans les chapitres prochains, quand on va voir les compactages. Voilà. Donc, de toutes les façons, c'est le laboratoire qui va donner. Donc, exprimé par rapport, vous voyez ici, teneur en eau naturelle et l'optimum proctor. L'optimum proctor, là, en fait, c'est à peu près quelle quantité d'eau qu'il faut mettre pour obtenir un bon compactage optimum. On va parler de ça dans le chapitre prochain, je pense. Donc, la position de la teneur en eau naturelle par rapport à la limite d'Attenberg, limite de liquidité, limite de plasticité, donc, qui s'exprime par ça, ici, l'indice de consistance. On a vu l'indice de consistance. Voilà. Cette formule-là. Donc, c'est ces deux-là qu'il faut, c'est soit celle-là là, ou celle-là là, pour décider. Voilà. Il y a l'indice de portance immédiat. Celui-là, IPI. Ça, c'est ce qui exprime la valeur du poinçonnement. CBR mesuré sans surcharge ni immersion sur une éprouvette de sol compactée à l'énergie portant normale. Tout ça, là, on va voir en détail après. Mais c'est des choses on a besoin
de mettre dans les tableaux là pour que vous compreniez. Donc, les seuils ici, ils sont détaillés dans les tableaux. Voilà, on va voir les seuils là, dans les tableaux. Donc, les tableaux maintenant, ce sont les tableaux. Les tableaux qui suivent là, qu'on va montrer, qui viennent de cette norme, définissent la classification des sols qui sont répartis en quatre classes. Classe A, classe B, classe C, classe D. Classe A, c'est les sols fins. Classe B, c'est les sols sablés et gravuleux avec des fins. Classe C, c'est les sols comportant des fins et des gros éléments. Classe D, maintenant, c'est les sols insensibles à l'eau. Voilà. Voici à peu près un tableau qui permet de résumer. Mais ce tableau-là, c'est juste est vraiment grossier, quoi. Voilà. A, comme je le disais, sol fin. Donc, on regarde les D max. On a vu D max tout de suite. La granulométrie, là, il faut regarder. Si c'est inférieur à 50 ou bien supérieur à 50. Donc, vous voyez que D max est inférieur à 50. Donc, et aussi, il faut que les patients, là, au tamis 80 micromètres, là, soient supérieurs à 35%. Donc, maintenant, dans les sols classe, dans classe A, là, il y a des sous-classes A1 jusqu'à A4, selon les VBS et les IP. Voyez un peu. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai dit le tableau là est grossier. Sol B, voici les classifications, caractéristiques et sous-classes. Sol C, voici les caractéristiques. Vous voyez, là, c'est supérieur à 50 mm. Et passant aux choses, 80%, c'est inférieur à, passant à 80 micromètres, inférieur à 35%, mais par contre supérieur à 12%, ou inférieur à 12%. Voilà. Et le VBS est là. 30 sous-classes selon les VBS, les IP et les Tamisa à 50 mm. Donc, on va voir en détail ici. Voilà. Vous voyez ici, là, on a vu voir, voici la norme qu'il faut se référer à cette norme-là. OK? Et voici la définition de Dmax. Dmax, c'est le diamètre pour lequel 95% des grains du sol ont une dimension inférieure. Donc, si vous prenez ce diamètre-là, 95% des sols des choses ont les diamètres inférieurs à ce diamètre-là, Dmax-là. Voilà. Si la courbe-là, c'est D95, par exemple. OK. Donc, voici, on a dit 4 sols, 4 classes, non? A, B, C, D. OK. Classe A. Voici les tableaux. Classe A pour les sols fins. Donc, forcément, il faut que les D max soient inférieurs à 50. Et aussi le tamisa à 80 micromètres là, soit supérieur à 35. Donc, c'est ça qui fait classe A. Et maintenant, les sous-classes, ça va dépendre. Vous voyez le nombre de sous-classes? Vous vous rappelez de quoi que veut dire TH, HM, S, TS? Voilà. Donc, c'est l'humidité là. État humide, très humide, humide, moyennement humide, sec, très sec. C'est ça. Donc, A1, dans A1 là, il y a A1, TH, A1H, A1M. AD, A3, A4. Donc, ces sous-classes-là ont encore des sous-classes en fonction de l'état. Donc, ici, on regarde, pour choisir ici, il faut regarder les IPI, indice d'importance immédiate. On a vu ça tout de suite. C'est ça qui caractérise les poinçonnements. Voilà. Et la teneur en eau naturelle, l'optimum proctor, le teneur en eau, l'optimum proctor. Il faut utiliser tout ça. Ça, c'est pour les sols fins, classe A. Classe B, aussi à peu près la même chose. Il faut lire après, vous allez voir. De toute façon, on va faire un exercice d'application tout de suite pour voir. Et à peu près
Peut-être l'exercice ne va pas tout couvrir, mais vous allez avoir peut-être une idée. Donc, classe B, la suite. Classe B, là, c'est vraiment long, quoi. C'est des tableaux pour classe B. La classe B, tout ça, c'est pour classe B. Et classe C, tout ça. Donc, il faut lire après, si vous avez le temps. Donc, classe B, là. Et classe C, hein. Ça, c'est classe C. C'est vraiment beaucoup, quoi. Mais cette classification est importante. Et classe D maintenant. Voilà. VBS, 0, inférieur à 0,1. Et Tamisa de celui-là, aussi inférieur à 12. Il n'y a pas trop de fin dedans. Voilà. Pour que ça, ce sont les sols qui sont vraiment insensibles à l'eau. Voilà, c'est écrit ici d'ailleurs. Classification des sols insensibles à l'eau. Donc, si vous voulez rembler, créer une île artificielle dans votre pays aussi un jour, il faut penser à ces classements-là. Est-ce que le sol est sensible ou insensible à l'eau? OK? Il y a un tableau synoptique là, de classification des matériaux selon les natifs. Ce tableau-là, vous voyez un peu, le sol fin, D max inférieur à 50. Donc, en fonction du VBS, le pourcentage des passants est 0,01, 0,8 mm, c'est-à-dire 80 micromètres là. Donc, vous pouvez, si vous trouvez le VBS, et vous trouvez, et il y a d'autres aussi, au lieu d'utiliser le VBS là, ils utilisent les IP, l'indice de plasticité. Donc, vous pouvez savoir si c'est A, A1, A2, A3, A4, voilà, B. Donc, ça, c'est pour les sols fins. Et là, pour la classe C, donc D max doit être supérieur à 50. Donc, le VBS, il est passant de 0 à 0,08 mm. Donc, là où il y a étoile là, c'est-à-dire C là, ici aussi. Donc, c'est des matériaux pour lesquels la mesure des IP est à retenir comme base de classification. Donc, il faut privilégier IP. Pour les autres matériaux, on utilise les VBS. Donc, il y a VBS ici. Vous voyez ici, il y a VBS, c'est cette ligne, et il y a IP ici. Voilà, là, ça, le pourcentage là, reste pareil. Bon, pour les C, où il y a des étoiles là, les C1, matériaux roulés et matériaux anguleux, P charpenté. Donc, vous vous rappelez, ça c'est la fraction 0,50 là, doit être supérieure à 60, à 80, entre 60 à 80%. Comment lire le tableau? Ok. Après ça, maintenant, il y a un autre pour les sols rochers là. Matériaux rochers, les roches sédimentaires, roches magmatiques et métamorphiques. Voilà. Ça, c'est les classifications à peu près. Comme vous voyez, R1, R2, R3. Donc, s'il s'agit de craie, roches carbonatées, là, calcaire, RD. Puis c'est là, le plus souvent, on peut les reconnaître souvent à l'œil nu. OK? Donc, on va faire cet exercice-là. Voici ce qu'on vous donne. D max 5, ténère anneau 18,1. Les VBS 10 grammes 58 par 100 grammes de sol. On a donné le passant à 5 mm, passant à 2 mm, passant à 80 micromètres, c'est-à-dire 0,08 mm. Et l'indice de portance immédiate, les pensionnements 11. Donc, ici, vous pouvez utiliser ce tableau grossier là pour d'abord classer les sols s'il s'agit si le D max est inférieur ou supérieur à 50.
pour savoir, d'abord savoir s'il s'agit de A, de B ou bien de C. De D. Voilà. Donc, ici, quand on regarde, les D max est 5. C'est ça, non? C'est inférieur à 50. On est d'accord. Donc, automatiquement, on est ici. Voilà. Inférieur à 50, inférieur à 50. Hmm? Maintenant, on regarde, passant les 80 micromètres, là. Passant à 80 micromètres, c'est combien pour cent? 97%. Donc, c'est supérieur à 35%, on est d'accord. Donc, ça veut dire que on élimine ça. Donc, si on se base seulement sur D max, A et B sont éligibles. Tout est inférieur à 50, 50. Maintenant, si on part plus loin, passant 80 micromètres, vous voyez que c'est seulement lui qui peut passer. C'est supérieur à 35%. Donc, là, on ne peut pas être là. Parce que là, c'est pour ce qui est inférieur à 35%. Donc, on est dans classe A là. Voilà. Donc, de façon grossière, on a classé. D'abord, on sait que c'est classe A. Donc, maintenant, on va utiliser VBS et tout ça là pour voir s'il s'agit de A commun. Voilà. Vous voyez les A là. Hmm. J'ai utilisé le mauvais tableau ici. Je corrige ça une minute. Ici, ça ne doit pas être le tableau pour les. OK. Donc, ça va être ce tableau-là. Voilà. Donc, on sait que c'est A. Maintenant, c'est A combien? Donc, en fonction du VBS, le VBS, c'était combien? On a dit 2,58. Donc, 2,58, on va les placer où exactement? Donc, vous voyez ici, inférieur à 2,5. Donc, on ne peut pas placer ça ici. Entre, entre 2,5, c'est là, hein? Entre 2,5 et puis 8. Hein? Ah, 6. Là. Entre 2,5 et puis 6. Donc, notre VBS, là, se trouve là-bas. C'est 2,58. Donc, ça veut dire qu'il s'agit de AD. Maintenant, AD, là, c'est AD quoi? C'est H, H, M, S, T, S. C'est lesquels? Donc là, on utilise celui-là. PIPI, là. Voilà. Donc, ici, on est à combien? À 11, non? Donc, à 11, si on regarde parmi les AD, là, ici, c'est... voilà. OK. Voilà. C'est entre 5 et 15. Voilà les pays. Les 11 est compris entre 5 et 15, non? Voilà, donc ça veut dire que ça nous, on se retrouve ici. ADM. Voici pourquoi. Ici, là, le classement. Ici, moyennement humide. Donc, voici le classement pour ce sol-là. On continue avec un autre exercice. Je ne sais pas si on aura les mêmes. Donc, on utilise la même chose. D, D max 12,5 ici. Donc, on sait que c'est inférieur à 50. Donc, c'est soit A, soit B. Classe A ou classe B. Encore? Ah, je pensais qu'il allait changer. Bon, on fait avec, hein. Et après, on regarde maintenant ici, les passants ici. Ah, c'est A encore. Bon, c'est supérieur à 35%. Donc, ça sera au niveau de A là. Maintenant, dans A là, il faut amener l'autre tableau pour voir maintenant c'est A combien. Ok. Ah, voici la correction ici, hein. Vous pouvez voir. Je suis en train d'expliquer un peu seulement. Donc,
au niveau de A, on va prendre les VBS pour voir. Pour le VBS, notre VBS ici, c'est 2,0D. Donc, 2,0D, c'est où? 2,0D. Donc, je pense que c'est ici. C'est inférieur à 2,5. On ne peut pas le placer ici. C'est inférieur à 2,5. Donc, on sera dans A1. Voilà. Dans A1, là, maintenant, on a besoin de... Bon, on s'arrête là, parce qu'il n'y a pas... On ne nous a pas donné les IPI, là. Les poissonnements, là. L'indice de potence immédiate, là, on ne nous a pas donné. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ça. On sait que c'est A1, mais humide ou très humide, l'état, là, on ne sait pas c'est quel état. OK? Ok, voici un autre exemple, je pense. C'est à peu près la même chose. Ok, là, c'est 50. Le D max, c'est 50 max. Ok, inférieur ou égal. Ah, c'est toujours ici, hein. Parce que inférieur ou égal. Égal, là, est là. Il est... Ça ne peut pas aller là, parce que là, c'est strictement supérieur. On est d'accord. Et les passants à 80, là, micromètres, là, on nous a dit 22. 22, c'est inférieur à 35. Donc, peut-être on sera là cette fois-ci. Peut-être c'est B cette fois-ci. Purement. Donc, vous voyez que je n'ai pas regardé d'abord les VBS et autres là. Voilà. Sinon, peut-être ce soit là aussi peut être respecté. VBS, ah non, ça ne respecte pas. Ici, là, c'est VBS est 0,1. Donc, notre VBS est 2,85. Bon, on y va dans l'autre tableau pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on voit ici, c'est B, comme je le disais. Voilà. Parce que c'est inférieur à 35%. 22. Et passant à 80 micromètres là, inférieur à 35%. Donc, maintenant, c'est B combien? Il y a plusieurs B. De 1, 2, 3, 4. B, là, vous vous rappelez que c'est deux tableaux. 4, 5 jusqu'à 6. B6. Donc, ici, là, c'est B combien? Le VBS, c'est combien? 2,85. Donc, 2,85 supérieur à 0,2, inférieur à ça. Supérieur à 1, donc peut-être c'est ça. Supérieur à 1,5 là. Ah. Peut-être c'est ici. B6. Maintenant, B6 là, on regarde maintenant les comparaisons de IP. Ah, ici aussi, on ne nous a pas donné ça. Donc, on ne peut pas comparer. On ne connaît pas aussi les autres. Donc, on va juste se limiter à là, parce que c'est ce qu'on nous a donné. Peut-être les n'a pas tout donné. Donc, on sait que les sols là, ça fait B6. Donc, voici un peu comment on classifie. Donc, en tant que géotechnicien, normalement, si les labos vous disent que c'est B6, vous devez savoir c'est quel type de sol il s'agit et tout ça. Donc, je pense que c'est tout. Et pour cette vidéo, donc, prochainement, on va parler du compactage des sols. Donc, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, c'est tout. Je vous invite vraiment à vous abonner et à partager au maximum parce que les plus intéressants arrivent. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dès que possible. Merci beaucoup.